Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont-Neuf, Noémie Silberg pour son livre Vivre avec Marc, paru aux éditions Hermann. Noémie Silberg, bonjour. Bonjour. Ce livre que vous signez en Vivre avec Marc, c'est le récit d'une épreuve que vous avez traversée, la perte de votre mari. Une perte soudaine, une perte brutale, parce que rien ne vous préparait à ce genre d'épreuve, et vous écrivez en réaction, en ouverture du livre, en réaction à mes mots emplis d'amour, un frisson violent parcourt le corps de ma fille. À 5 ans, elle ne sait pas encore verbaliser ses émotions. Son corps exprime ce que ses mots ne parviennent pas à dire, que c'est injuste, qu'elle est inquiète et qu'elle a peur. Je viens d'annoncer à mes enfants, Ethel et Adam, que leur père est entré dans le coma et qu'il ne se réveillera plus. C'est une épreuve, évidemment, que de vivre cette perte que vous racontez dans Vivre après Marc. Et c'est une épreuve aussi de l'annoncer, j'imagine. Oui, il n'y a rien de plus difficile pour une maman que d'annoncer à ses enfants qu'ils viennent de perdre leur père. Et c'était ce que j'appréhendais le plus depuis si longtemps, puisque je disais que moi, je ferais mon affaire de moi-même, mais qu'il fallait que mes enfants aillent bien. Et c'est pour ça que j'ai demandé conseil. J'ai pris conseil auprès de psychologues pour savoir comment parler aux enfants, comment leur expliquer la maladie, comment, le moment venu, leur annoncer la mort, puisque je savais que Marc était condamné et qu'il allait mourir. Et ça m'a beaucoup aidé que de prendre ces conseils, puisque je ne savais pas du tout comment m'adresser à mes enfants dans cette situation-là. Et donc on m'a expliqué qu'il fallait leur dire la vérité, qu'il fallait rien leur cacher, parce que sinon ils faisaient travailler leur imagination et que c'était pas bon du tout. Donc je leur ai expliqué avec des mots qui étaient adaptés à leurs âges, puisqu'à l'époque où Marc est tombé malade, ils avaient 3 et 5 ans. Et même pas, ils avaient 2 et 4 ans. Et je leur ai expliqué avec des mots simples, et puis ils ont vu l'état de Marc progresser devant leurs yeux. Donc ils se sont rendus compte par eux-mêmes, mais en tout cas le fait que je leur dise la vérité et que je ne leur mente pas a créé un rapport de confiance très fort entre nous. Il y avait eu une première alerte, c'était une septicémie, et d'ailleurs vous dites, Marc fait 2 vœux étonnants au sortir de cet épisode de septicémie. Il souhaite que nous fassions la prière de Shabbat tous les vendredis soirs avec les enfants, et il décide d'arrêter de manger du porc. Marc a pas du tout été élevé dans le judaïsme. D'ailleurs, il se considérait pas du tout comme un juif. Sa mère est italienne catholique et son père est juif, d'où son nom d'ailleurs. Il est né pendant la guerre à Vichy. Donc, ils avaient décidé de rien transmettre à leurs enfants. Et donc, nous, on avait décidé d'élever nos enfants dans le judaïsme. En tout cas, que moi, j'étais en mesure de leur transmettre ça, puisque moi, j'étais à l'école juive pendant très longtemps. Et c'était important pour moi de transmettre mes origines, mes racines, ma religion à mes enfants. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, et ça s'est amplifié pendant ces différentes maladies, Marc, il a dit à la fin de sa vie qu'il était juif par ses enfants. Et quand il est sorti de cette septicémie, qu'il pensait être guéri, d'abord, je crois qu'il y a quand même la mémoire du corps qui probablement lui rappelait ses origines. Et puis, il était quand même un peu superstitieux. Et je crois que c'est pour ça qu'il a fait ses 2 vœux. Et évidemment, j'ai décidé de les respecter. En tout cas, le vœu qu'il ne mangerait plus de porc, ça le concernait. Mais celui de faire Shabbat, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne se passe pas un vendredi soir sans que je ne fasse le kiddush avec mes enfants le vendredi soir.
Et puis, après la première alerte, il y a le confinement. Vous faites comme tout le monde, vous organisez, vous faites vos courses sur Internet. Chaque paquet qui entre dans la maison passe 24 heures sur le balcon avant d'être manipulé. Et vous dites, si la maladie ne flottait pas au-dessus de nous comme un fantôme, on pourrait presque dire que cette période de confinement est extraordinaire. Oui, vraiment extraordinaire. On avait la chance, dans notre famille de ne pas être touchés par le Covid. On ne savait pas que le pire nous attendait. Mais en tout cas, on était préservés de ça et on appréciait la chance qu'on avait dans cette période catastrophique, dramatique, d'être ensemble et de profiter les uns des autres. Et puis Marc était de toute façon, par nature hypocondriaque, encore plus du fait de cette septicémie. Donc, il avait très, très peur du Covid. Et donc, on n'a pas mis le nez dehors pendant 2 mois. Et les enfants s'en portaient très bien. Alors, avant que cette épreuve ne vous tombe dessus, Noémie Silberg, vous êtes une famille très unie, très, très aimante. Même si vous êtes un peu American, ce qu'on appelle American Jewish Princess, c'est vous qui le dites, hein. Oui, j'ai la chance d'avoir grandi dans une... On est une famille un peu clanique, hein, on peut le dire, une famille juive ashkénaze. Et on a toujours été très, très soudés. J'ai toujours été très entourée par ma famille. On est très proches et préservés du drame, heureusement. J'ai eu cette chance-là jusqu'à mes 38 ans et jusqu'au jour où j'ai compris que la vie avait basculé et que la terre s'est ouverte le sol s'est ouvert sous mes pieds et que j'ai appris que Marc avait ce cancer après la septicémie et qu'il était condamné parce que ce cancer était déjà très avancé. Alors, vous avez un mari qui est plein d'humour, on peut le dire, comme c'est un second mariage. Et il se vante d'avoir été le seul invité du premier mariage à avoir été présent au second. Oui, j'étais mariée. Et... Parce qu'il faut dire aussi que vous êtes un cœur d'artichaut. Hein, non, je suis pas sûre qu'on puisse dire ça, mais en tout cas, j'étais mariée quand j'ai rencontré Marc, puisqu'on travaillait ensemble. Lui aussi était en couple depuis longtemps, et comme on travaillait ensemble, il était invité à mon premier mariage qui était à Rome. Et donc, il m'a dit ensuite, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas, qu'il était tombé amoureux de moi à ce premier mariage. Ah bon, c'était... ah oui, ça remontait au premier mariage, c'est intéressant. Et alors, vous-même, vous manquez pas d'humour, hein, même dans ces périodes très, très tragiques. Il y a une scène au sortir des obsèques, vous avalez mais enfin, c'est nerveux, j'imagine. Vous avalez une assiette énorme de pâtes que vous réclamez à vos proches et vous dites, vous en connaissez beaucoup, vous, des veuves qui mangent 500 grammes de pâtes après avoir enterré leur mari. C'est vrai que j'ai dit ça. Marc avait beaucoup d'humour et puis il était très joyeux. C'était un épicurien, il jouissait de la vie. Et je crois qu'il m'a transmis ça. Il m'a montré qu'il fallait apprécier chaque moment de sa vie. En tout cas, ça a été le cas pour lui. Et c'est comme si, voilà, c'est un peu son legs. Et donc aujourd'hui, j'arrive à poursuivre ce que lui a commencé et je lui ai promis quand il est mort qu'on serait heureux. Et donc j'ai continué à faire les blagues qu'il aurait probablement faites parce qu'il a toujours ri de sa maladie, il a ri de sa mort, il avait beaucoup de dérision, il blaguait tout le temps. Et voilà, je crois, c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée amoureuse de lui, c'est sûr, parce qu'il me faisait toujours des blagues sur la première blague qu'il m'ait faite. J'arrivais au cabinet puisque donc j'étais avocat.
on travaillait ensemble. Et c'était une période où mes amis venaient de donner naissance à leurs enfants. Et donc, j'assistais à beaucoup de circoncisions. Donc, j'arrivais en retard le matin au cabinet. Et un jour, il me dit, mais qu'est-ce que vous en faites de tous ces prépuces? Vous en faites des colliers? Voilà, je crois que c'est ce jour-là que, comme j'ai expliqué à ma fille, que je suis tombée amoureuse de son papa grâce à son humour. Et c'est d'ailleurs une phrase sur l'humour, une citation de Romain Gary, qui est inscrite sur sa tombe, qui est la suivante. L'humour est une déclaration de dignité, l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Voilà, et c'est très belle citation. Vraiment Marc. Il y a une jolie scène aussi, je trouve, de votre fils qui enfile les chaussures de son père et qui montre à tout le monde comment il arrive à marcher avec. C'est très joli. Oui, c'était une scène très émouvante que je crois à laquelle je n'ai pas assisté. C'est Delphine Orviller qui a assisté à cette scène et qui en a d'ailleurs parlé dans son discours, puisque c'est elle qui a enterré Marc à sa demande, puisque se sentant juif par ses enfants, comme il disait, il a manifesté le souhait que Delphine l'enterre. Et donc, il lui a demandé de venir le voir quelques jours avant sa mort. Et il lui a expliqué son rapport à la religion, la proximité qu'il avait avec sa grand-mère juive, qui est d'ailleurs enterrée à quelques tombes de celle de mon grand-père maternel. Et il lui a demandé, toujours avec beaucoup d'humour, de l'enterrer en lui disant « Je te préviens, pour mon enterrement, dans ton discours, tu envoies du pâté, tu me fais pas un discours de merde comme tu as fait pour Simone Veil. » Voilà, ce qui a beaucoup fait rire Delphine. Et elle nous a rappelé le lendemain en disant « Je voudrais voir Marc » et en lui proposant d'organiser, donc à la veille Alors de sa mort. Alors ça c'est une autre jolie scène où vous organisez avec Delphine Orviller une cérémonie de confirmation du judaïsme. Ça veut dire quoi? C'était évidemment très symbolique, même si Marc blaguait aussi là-dessus et sur sa circoncision à la veille de sa mort dans l'état dans lequel il était. Je vous passerai ces blagues qui sont un peu limite, mais Delphine est revenue avec un autre rabbin, le rabbin Yann Boissière, et avec un Sefer Torah. Et donc Marc a récité, je crois qu'il a dit le schéma, et elle lui a demandé de choisir un nom hébraïque, et il a choisi le prénom de Joseph, qui était d'ailleurs son deuxième prénom civil, le prénom de son grand-père juif. Voilà, et c'est comme ça que cette cérémonie s'est faite avec nos familles respectives autour de nous, et il y avait une émotion extraordinaire, comme vous pouvez l'imaginer, et qui était l'aboutissement de quelque chose pour Marc, finalement, qui était inconscient et qui s'est révélé au fur et à mesure. Et il en était très heureux. Alors, Vivre après Marc, c'est le récit d'un accompagnement, parce que vous accompagnez votre mari jusqu'à la toute dernière limite. Et puis ensuite, vous écrivez, je ne sais pas si vous écrivez pendant ou après. J'ai commencé à écrire à la veille de sa mort, quand il était dans le coma, et j'ai continué les mois qui ont suivi. Alors, l'écriture a été pour vous une catharsis, on peut dire ça comme ça, hein. Très vite, vous avez souhaité faire le récit de ce que vous avez vécu. Oui, j'ai pris mon ordinateur pour écrire. C'était vraiment, ça s'est imposé à moi. J'avais besoin de sortir tout ça. J'ai commencé par parler de sa maladie, de me vider. Et puis après, j'ai rétropédalé et j'ai raconté toute notre histoire, et notamment notre histoire d'amour. Et c'était une façon pour moi de retrouver Marc et de revivre des moments avec lui. Et ça m'a permis aussi de comprendre ce par quoi je passais et toutes les étapes de mon deuil. Et ça m'a permis de vraiment d'avancer et de me rendre compte des étapes que je franchissais et de comprendre ce qui me faisait du bien. Ça a été vraiment nécessaire. Et puis je me rendais compte aussi que je vivais ce deuil d'une manière très particulière. Ce deuil que j'avais commencé du vivant de Marc, quand j'ai appris qu'il était condamné et qu'il allait mourir.
parce que je réalisais que j'allais, dans ces circonstances-là, plutôt bien. Et donc, j'ai réalisé en écrivant que probablement Marc m'avait transmis cette joie de vivre, cette soif de vivre, cette volonté, voilà, de profiter de la vie malgré ce drame. Et je l'ai réalisé en écrivant, et j'ai eu besoin de le partager. Et je l'ai partagé d'abord dans un cercle restreint, puis dans un cercle plus large. Et j'ai vu que ça faisait écho à des personnes même qui ne nous connaissaient pas du tout. Et donc, j'ai eu envie de partager ça. Et aujourd'hui, je suis très surprise et surtout très émue de voir que les gens voient ça comme un message d'espoir, d'optimisme, et je suis très heureuse parce que ça voudra dire que j'ai gagné quelque chose de ce drame, et j'ai tendance à penser que c'est Marc qui m'envoie tout ça. En tout cas, c'est un livre, vous passez par différents moments, hein, il y a beaucoup de tension, beaucoup de nervosité, on sent que vous voulez vous battre, et lui aussi. Et puis, il y a un moment, c'est assez frappant, ça. Il y a un moment où, tout d'un coup, et c'est avant même le décès, tout d'un coup, ça s'apaise, et vous comprenez que les choses sont irrémédiables, et vous l'accompagnez jusqu'au bout. Oui, parce que même si je savais qu'on ne pouvait pas le soigner, on se battait. Et puis je crois que de toute façon, on a tendance à se raccrocher à un éventuel miracle. D'abord, Marc ne savait pas que je savais qu'il allait mourir. Je l'ai su parce que j'ai posé la question au médecin, mais il ne voulait pas le savoir et je lui ai jamais dit. Donc, c'était quelque chose que j'ai gardé pour moi, et qui a été parfois difficile parce que je savais ce qui allait se passer. Mais donc, je me suis battue à ses côtés. J'ai fait des choses... j'ai fait notamment une cérémonie de prour qui vient de ma belle-sœur tunisienne pour enlever Alors vous toutes passez ces mauvaises... par différentes étapes, effectivement, y compris l'étape de superstition. On vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah ben, j'aurais fait n'importe quoi pour qu'il guérisse. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait. J'avais même eu les conseils d'un rabbin, les instructions d'un rabbin. Et donc, je devais mettre un certain nombre de pièces dans une tzedaka de la main gauche tous les jours. Et puis le vendredi, plus de pièces. Je devais faire une séouda pour une crèche. Je devais donner à manger à un chien de la main droite. Enfin bon, voilà, j'avais tout un tas d'instructions de la part d'un rabbin auquel je ne croyais pas, mais que j'ai fait quand même, parce que s'il y avait la moindre chance qu'il guérisse, je voulais la saisir. Et donc, je me suis battue. J'ai aussi été en colère. J'ai crié à l'injustice. Et puis après, j'ai suivi Marc. J'ai suivi cette leçon de vie qu'il me donnait, puisque lui a tout de suite accepté sa maladie très dignement. Et je l'ai accompagné de façon beaucoup plus posée, de façon beaucoup plus sage, vraiment en suivant son exemple et en acceptant la situation, puisque je n'avais pas le choix et j'ai voulu profiter de lui jusqu'au dernier moment. Voilà, donc c'est les étapes du deuil que j'ai vécues en partie du vivant de Marc. Alors, je me suis trompé tout à l'heure sur le titre. J'ai dit vivre avec Marc, c'est vivre après Marc. Oui, mais je vis vivre aussi. Après Marc, c'est quand même vivre avec Marc. Exactement, puisque j'ai l'impression qu'il est toujours présent, qu'il est autour de nous, qu'il nous voit, qu'il nous guide, qu'il nous regarde. C'est ce que je dis à mes enfants. Et j'aime bien cette vision poétique de la mort qui m'aide finalement à l'accepter. C'est la mienne et jusque-là, elle me convient. Et l'écriture vous a aidé, manifestement, vous a donné une force. Est-ce que vous allez continuer à écrire ? Honnêtement, je ne m'étais pas posé la question jusque-là, puisque tout ça était une nécessité, mais pourquoi pas ? On commence à me poser la question, donc évidemment, j'ai réfléchi, mais au départ, j'ai pas écrit pour être, même pour être publié. Au départ, j'ai écrit comme ça, et c'est vrai que c'est parce que ça a fait tout ce chemin que j'en suis arrivée à le publier, mais
Je sais pas. Je sais pas vous répondre encore. Alors, on va vous faire une partie du questionnaire Pont-Neuf. On vous demande est-ce que vous êtes ceci ou cela, et vous répondez. Vous pouvez commenter d'une phrase, mais pas plus. Est-ce que vous êtes, puisque vous êtes une enfant de l'école juive, est-ce que vous êtes Rachi ou est-ce que vous êtes Maïmonide? Je dirais que je suis plutôt Rachi. J'ai beaucoup étudié Rachi à l'école. Oui. Et vous vous sentez plus proche de l'un que de l'autre? Je dirais que je l'ai plus étudié en tout cas. Voilà. Et est-ce que vous êtes Soutine ou est-ce que vous êtes Modigliani? Je dirais plutôt Modigliani. Pourquoi, hein? Bon, comment dire, par émotion, enfin par sensibilité. Est-ce que vous êtes Facebook ou est-ce que vous êtes Twitter? Ou est-ce que vous êtes les deux, tels que je vous connais? Ni l'un ni l'autre. J'ai les deux, mais je me sers pas de Twitter. D'accord. Pas du tout. Je sais pas. J'ai pas de. Je sais pas pourquoi. Je connais très peu Twitter, donc plutôt Facebook. Plutôt Facebook. Et j'imagine que ça tourne pas mal autour de votre livre. Oui, plutôt, ça tourne plutôt bien parce que c'est ce que je vous disais, beaucoup de gens se reconnaissent dans cette histoire. Et donc j'ai des messages très très émouvants de gens beaucoup de gens même que je connais pas. Et qui ont vécu peut-être. Et qui ont vécu des drames ou pas, mais c'est vrai que les gens sont touchés et qu'il y a un côté universel que j'ignorais au départ. Merci Noémie Silberg. Vous êtes toujours avocate Non, je suis plus avocate, je fais de l'immobilier maintenant et je travaille en famille. En famille, avec votre père qui est souvent venu ici et je lui fais un coucou parce que j'aime beaucoup votre père. Et vous avez la même voix d'ailleurs. Vous, Keren, Francis, votre père, et votre frère aussi que j'ai connu tout petit. Il a grandi. Il a grandi. Voilà. Bon, merci Noémie Silberg. Vive Merci après Marc. C'est un récit qui paraît aux éditions Hermann.